Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Deftom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui une boutique en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, comme tous les mois, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité. Et ici, en présence de Valérie H, photographe de presse. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Alors Valérie, je vais te laisser te présenter. Tu es photographe de presse à l'AFP, mais je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. D'accord. Bon, je suis photographe à l'agence France Presse depuis, on va dire, pas mal de temps. J'ai 61 ans. J'ai travaillé à l'agence France Presse à Lille. J'ai travaillé après pour l'agence Reuters pendant 7 années. J'ai été à Rennes, en poste à Rennes, après à l'agence France Presse. Et maintenant, je suis à Nice depuis une petite quinzaine d'années, photographe agence France Presse. Et je couvre tout le sud-est de la France, Nice, Monaco, un peu d'Italie, je vais en renfort à Marseille. Et en plus d'être basé dans le sud-est, je fais des événements, je couvre, je sais pas, des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, plein de trucs en plus, quoi. Donc et des liens avec les ICA aussi. Comment ? Des liens avec les ICA aussi. Et les ICA, je travaille beaucoup avec les ICA depuis des années. J'ai commencé, mon premier Leica, moi, c'était un M6 avec un 35 mm. Et si des gens me connaissent, ma photo, j'ai eu un World Press justement en 1989 avec une photo faite avec un Leica M6 avec une invasion des tourneaux dans un village de Bretagne. C'était un soir, j'étais envoyé c'était pour l'agence Reuters. Et on m'avait dit que tous les soirs, il y avait une invasion d'oiseaux. Donc c'était quand même assez loin. C'était presque dans le Finistère, si je me souviens bien, Finistère Sud. Donc j'avais fait 1h30 de voiture. Et là, je suis arrivé le soir au coucher du soleil. Et on était encore en noir et blanc. Et là, je vois, mais c'était pas 1000 oiseaux comme on voit aujourd'hui, ces petits tourbillons comment ça s'appelle, des tourneaux dans le ciel. Là, il y en avait vraiment, c'était hyper impressionnant. Et je me suis baladé, j'ai posé ma voiture, j'ai pas marché longtemps. Et là, il y avait un fermier qui était avec son bâton et il essayait de faire fuir les étourneaux. Mais je me suis mis dans le fossé, je me souviens accroupi, j'ai fait 5-6 photos. Clic-clac, voilà, comme on dit. Et puis, avec le Leica, et après, j'ai continué, j'ai rien trouvé de mieux. Après, j'ai fait des photos téléobjectif. Là, j'étais plus avec le Leica. Et puis voilà, je suis rentré, j'ai envoyé ma photo, et la photo, pas le lendemain, mais le surlendemain, elle est parue dans le monde entier, parce que Reuters, c'est comme l'AFP, la diffusion des photos est énorme. Donc ça passe dans le monde entier. Donc dès le moment où une photo originale avec une bonne information et hyper visuelle, ça a un effet immédiat. Ça c'est chouette. On va revenir sur une de tes photos plus récentes. Voilà. Mais du coup, tu parlais là de cette photo où tu as eu un prix, c'est en 89. En 89. J'avais 4 ans. Moi j'avais 24, un truc comme ça. Ouais. Non, 27 ans, pardon. Ouais. Du coup, c'était début en photo, mais comment ça a commencé la photo pour toi ? Écoute, moi j'ai toujours... la photo, c'est venu à l'âge de 14 ans. Franchement, à l'âge de 14 ans. On m'a offert, je me souviens, c'était mon parrain, il m'a offert un Kodak, un petit Kodak gris avec les flashs au-dessus en cube, et je savais pas quoi photographier. Alors je photographiais les gens que je voyais, de ma famille, je photographiais les fleurs, les abeilles, mais j'ai toujours été attiré par la photo. Après, pour faire court, j'ai fait des études de droit, j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac. J'ai fait des études de droit et je me suis arrêté à la licence. Je n'ai même pas passé la licence. Je me suis arrêté au bout de la 2e année, tout simplement parce que j'étais en limite d'âge pour partir au service militaire. Parce qu'à l'époque, nous, on devait faire l'armée. Une année, une bonne année. Et donc, on partait, voilà. Et j'avais réussi par relation, je vais dire, à me retrouver dans un service photo. Parce que je voulais déjà être photographe. Et pendant mes études de droit que je faisais donc les 2 années auparavant, j'allais avec mes potes, on allait voir, on était étudiants donc on avait pas mal de temps, mais j'allais faire les manifs de routiers, j'allais voir tout ce qui était fait d'actualité, et je faisais tout le temps des photos, j'ai tout le temps fait des photos. Et après l'armée, j'ai réussi à avoir une place
une place à l'agence France Presse à Lille, comme pigiste, et puis ça a démarré comme ça. Mais j'ai toute ma vie, le droit, j'aimais bien, ça m'a fait une culture générale, j'aurais bien aimé être avocat, et puis j'ai bifurqué sur la photo, et franchement, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Oui. Parce que c'est deux mondes à part. Avocat, c'est procédure, c'est beaucoup de procédés. C'est deux mondes à part. Mais en fait, je ne savais pas trop quoi faire, sauf la photo. Vraiment, la photo, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et à l'époque, le photojournalisme, on est dans les années 80, 90, 80. C'est quelque chose qui est très important, qui est très fort encore, le photojournalisme. Il y a des grands reporters, et puis c'est pas comme aujourd'hui où beaucoup de photographes, c'est la galère, entre guillemets, pour vendre aujourd'hui dans les journaux, parce que les journaux n'ont plus les budgets, parce que tout a baissé. Le support, maintenant, il est sur le net, sur les téléphones, sur les réseaux. Tout ça, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, c'était les journaux. Donc, la photo, et tout le monde fait des images aussi, j'imagine que ça... Voilà, aujourd'hui, tout le monde fait des images. Ouais. N'importe quel truc. Là, ici, on est à Bordeaux, il n'y a qu'à se passer un truc où quelqu'un fait une photo, mais un photographe professionnel, même s'il est prévenu rapidement, comme avec l'agence France Presse, il va arriver forcément après. Et aujourd'hui, malheureusement, pour nous, les photojournalistes, même avec la carte de presse, on n'a plus du tout d'accès par rapport à ces années 80, où on arrivait par exemple sur des attentats à Paris, où on pouvait s'approcher assez facilement. Aujourd'hui, le moindre truc, on est placé à des centaines et des centaines de mètres par les périmètres de sécurité. Il n'y a aucun voyeurisme dans mes paroles. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est photojournalistes, on a des cartes de presse et on est là pour informer. Voilà, donc il nous faut toujours une photo d'information, le lieu, l'endroit, où, comment, voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus que de la police devant des barrières. C'est passé là-bas à 300, 400 mètres, il n'y a plus rien. Et la France, pour ça, c'est vraiment... moi, par exemple, j'ai été faire la catastrophe du pont de Gênes il y a quelques années, il y a 3-4 ans, à Gênes, et je suis arrivé très rapidement sur le pont. J'ai pu travailler en faisant des images hyper clean, hyper propre, parce que nous, à l'AFP, on n'est pas là pour donner des photos des photos de gens blessés ou de gens... Voilà, on a vraiment une éthique, on a vraiment... toutes nos photos, quand elles rentrent dans le système de l'AFP, elles sont vérifiées, elles sont... Voilà, il y a des gens derrière qui... Parce que nous, quelquefois, sous le coup de l'émotion, on peut être choqué, on peut envoyer des photos, parce que maintenant, on envoie nos photos depuis nos boîtiers. Oui. Donc, on arrive sur les événements, donc des fois, on ne fait pas trop attention. Donc, il y a des éditeurs et des éditrices qui reçoivent nos photos, qui sont des grandes professionnels de l'image et qui jugent tout de suite et qui font une sélection. Voilà. D'où l'importance d'une agence. Voilà, oui. Voilà. Et ça fait écho avec la presse papier en général, qui est en berne depuis des années. Depuis 2 décennies, je dirais. Ouais, depuis Internet. Ouais. Parce que nous, les anciens, parce que je suis pas non plus un vieux, mais je fais partie de l'ancienne génération. Nous, quand on voit nos photos sur les sites Internet... c'est pas une belle double page dans Paris Match, ou c'est pas une double page, c'est pas une une du Herald Tribune, c'est pas une une du Figaro, une belle une de Libé en papier, où c'est quelque chose qui nous touche vraiment et qui fait plaisir et qui redonne, je trouve, de la puissance à l'image, à la photographie, à la vraie photographie. Oui, complètement. Il y a une impression de papier, il y a un objet déjà. C'est pas beau, juste un scroll, un coup de pouce, et puis on voit plus l'image. Après, les jeunes, aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis jeunes, je suis toujours ouvert, j'ai tout le temps des photographes qui me demandent pour me faire voir leurs photos, pour me présenter leur travail. Je suis toujours prêt à accueillir n'importe quel jeune qui me demande des conseils et qui veut me présenter son travail photographique. Toujours pour me donner mes conseils d'anciens, quoi. Oui, c'est bien. Valérie, qu'est-ce que c'est Ouh là là, je vais la refaire. Quel est ton sujet de prédilection d'une manière générale? Parce que là, de ce que tu m'as dit, de ce qu'on entrevoit, tu photographies à peu près tout. Je photographie tout. À l'agence France Presse, on est polyvalent. Ça va du sport, au people. Mais toi, personnellement? Moi, ce que j'aime le plus, c'est photographier les gens. C'est la photographie toute simple, sans avoir besoin d'accès, genre aller faire une Coupe du Monde de football ou aller faire des Jeux Olympiques ou même le Festival de Cannes. Moi, ce que j'adore, c'est la rue, c'est photographier les gens, faire des portraits, faire des ambiances de vue, de la street photographie. Ouais. Et donc là, effectivement, je ne travaille qu'avec mon Leica.
C'est vraiment l'outil indispensable. On m'enlèverait mon Leica aujourd'hui, mais on m'arrache un bras entre guillemets, quoi. C'est vraiment, je peux plus travailler avec les boîtiers classiques de photoreporters parce que c'est lourd, parce que ça prend de la place, mais c'est vraiment les Leica, c'est vraiment l'outil parfait c'est ma passion, donc c'est vraiment l'outil indispensable pour moi. C'est marrant parce que je t'ai demandé ton sujet de prédilection et t'en es venu au matériel comme si Leica était devenu ton sujet de prédilection quelque part. Parce que pendant des années, j'ai arrêté un peu Leica, j'avais commencé avec mes M6, tout ça, et à l'apparition du numérique, entre la fin de l'argentique et du numérique, plus l'apparition dans les années 90 de l'autofocus sur les boîtiers, parce qu'avant, nous, on n'avait pas d'autofocus. On bossait avec des télés aux 300 mm sur des matchs de foot, tout ça. Il fallait faire les mises au point manuelles. Je vous mets au défi aujourd'hui, tous les jeunes photographes, d'aller sur un stade de foot et de bosser avec un 402.8 ou un 302.8 et faire des photos de football en manuel, et qu'il fallait ramener la photo du but avec le ballon, etc. C'est hyper compliqué. C'est exigeant. Hein. C'est super exigeant. Maintenant, pour nous, c'est tellement facile à faire. Évidemment, il faut de la concentration, c'est des années de regard et d'habitude. Mais aujourd'hui, voilà, tout a vraiment changé. Et après, je suis revenu, j'avais pas les moyens j'ai revendu mes Leica parce que je me suis dit, j'ai fait l'erreur de ma vie. Je vais te raconter une anecdote qui va te faire rire. Je mets mon Leica M6 sur le Bon Coin à vendre. Je mets sur le Bon Coin et le lendemain, il y a quelqu'un qui me téléphone, qui m'envoie un message, qui me téléphone. Et donc j'étais à Nice. Et il me dit oui, je viens vous voir, il m'intéresse. Donc le monsieur le lendemain vient, je me souviens, il vient, c'était l'après-midi. Et puis il voit mon Leica M6 et puis je l'ai revendu 600 € à l'époque. Et quand, oui. Et quand je vois aujourd'hui qu'ils font des rééditions du M6, bon, enfin bref. Attends, c'est là que ça va te faire rire, c'est que il y avait le 35, j'avais un 35, j'avais un 50 qui était posé à côté, et puis il me fait, vous les vendez aussi? Bah, je dis ouais. Là, je te dis pas le prix que je les ai vendus parce que c'est indécent. Oh voilà. Et donc le monsieur, et puis bon bah maintenant il dit, il faut que j'y aille parce que j'ai un avion à prendre. Et là je me dis, il a un avion à prendre. Je dis, il y a peut-être quelque chose de bizarre. En fait, le gars, il était venu de Paris parce qu'il avait vu le truc. C'était tellement peu cher qu'il avait fait l'aller-retour dans la journée. Oh. Voilà. Et il a revendu derrière, quoi. Non, je pense pas. Non, je sais pas. Je pense pas s'il a revendu derrière. J'ai pas regardé. J'ai pas essayé de savoir. Mais enfin, c'est pour dire que c'était si peu cher. Mais c'était pour dire que c'était voilà. Et après, je m'en suis tellement voulu que voilà. Et après, c'est pareil. Je faisais mes tirages noir et blanc. J'avais un labo, mais j'avais plus de place. J'avais l'agrandisseur Bessler que j'avais racheté au tireur Alain Roux, au tireur de Richard Dumas. Qui est pour moi mon maître portraitiste du grand photographe contemporain français aujourd'hui, Richard Dumas. Et j'avais son agrandisseur et j'ai tout revendu parce que voilà, avec le temps, je me suis dit, et là c'est une des plus grosses erreurs de ma vie, mais on en fait tous. Je me suis dit, avec le numérique et l'autofocus, tout ce qui arrive, c'est fini. La photo argentique, c'est fini. Et aujourd'hui, je regrette tout ça. Je regrette tout ça. Donc depuis quelques années, je suis retombé, j'ai recraqué et je suis parti carrément avec les Q, du premier Q, les KQ. Le Q, après le QP, le Q2, et maintenant le Q3, et vraiment, je revis, photographiquement parlant, je revis, j'ai retrouvé mes premiers amours. On va reparler de Leica juste en fin de podcast, et on va revenir sur ton matériel justement. Mais avant ça, parce que je te parlais de ton sujet de prédilection, et moi pour préparer ce podcast, je suis allé un petit peu sur ton Instagram, et regarder un petit peu les photos que tu publiais, que tu avais l'habitude de publier. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de photos de la mer, de Nice, mais aussi beaucoup d'intempéries. Et surtout, ce qui m'a marqué, dans pas mal de tes compositions, il y a des personnages qui sont dans un bord de cadre qui n'ont pas du tout l'air d'avoir la bonne réaction par rapport à l'intempérie que tu mets dans le cadre. C'est quelque chose qui est important pour toi? Alors moi quand tu regardes toutes mes photos, en fait, en général, 90% des photos sont des photos hyper simples dans la composition. En général, je vais toujours chercher les ciels sombres,
les lumières basses, soit très tôt le matin, soit très tard le soir. En général, 80% de ma production, c'est le soir ou le matin. C'est jamais dans la journée, en plein soleil. J'aime les lumières, j'aime la pluie, j'aime les nuages. Je compose avec tout ça. Je trouve qu'il y a une élégance dans ce qu'on voit comme ça dans la rue, dans l'attitude des gens quand ils sont sous la pluie. C'est vraiment. J'ai toujours été passionné par ça. Je suis passionné de météo. Je suis passionné des trombes marines, je suis passionné des nuages, donc ça se ressent forcément dans mes photos. Et c'est vrai que j'essaie toujours de mettre un personnage. Moins il y en a, je trouve, mieux c'est, pour toujours évidemment donner une dimension humaine à l'image. Quand on voit la mer déchaînée et qu'on voit une digue, ou qu'on voit, ou là dernièrement j'étais en Bretagne, je suis tombé par hasard sur la tempête, la dernière tempête, il y a 3 semaines en Bretagne, et là j'étais sur le petit port de Lomner, et j'étais justement j'avais que mon Leica. Et là je fais des photos, je connais l'endroit, et il y avait des vagues monstrueuses de 30 mètres qui claquaient. Et là, il y a un gars qui s'avance sur la digue. La digue, on ne pouvait pas y aller. Bon, là, il n'y avait pas de police, c'était pas interdit. Et en fait, c'était sur la photo, donc ça m'a donné un petit élément humain. Et on voit cet homme avec cette vague immense. Et en fait, le gars, c'était un gars qui était en combinaison de plongée, avec un casque et une GoPro et des palmes. Il avait des palmes, et donc il s'approchait au plus près pour essayer de faire des photos, super grand angle et tout ça. Et 2-3 fois, il est tombé dans le port, il est parti avec la vague. Ah oui. Mais c'était un jeune, il était hyper habitué, quoi. Ça, c'est des photos que tu peux faire qu'en Bretagne. Par exemple, à Nice, la moindre tempête, le moindre coup de vent, tu ne peux, même les photographes, nous avec nos cartes de presse, on peut même plus approcher parce que maintenant ils ferment même la promenade des Anglais, ils la ferment, ils mettent des rubalises. Donc c'est hyper dur de toujours trouver un élément humain. Après, la sécurité prime, bien sûr, je comprends complètement, mais quand on va, par exemple, on voit une tempête à Nice et une tempête en Bretagne, on rigole, entre guillemets. On rigole. Oui, voilà. J'avoue. Une de tes dernières photos qui me semble, a eu beaucoup de succès, c'est les 2 Marianne. Oui, les 2 Marianne. Est-ce que tu peux nous la décrire brièvement, est-ce que tu peux nous la décrire? Ouais, j'étais à Paris, et puis j'étais à Paris, et puis je couvrais la manif des Gilets jaunes, voilà, les 2 Marianne. Enfin bref, pour faire court, c'était très tôt le matin, il devait être 8h, la manif n'était pas encore commencée, et je remontais l'avenue des Champs-Élysées, et puis je vois un groupe de 4-5 filles maquillées sur le visage, mais avec des têtes baissées, des têtes défaites. Et je me suis dit, et comme tout était fermé, il y avait très peu de gens, les CRS, la police, tous les Champs-Élysées étaient bloqués. Et en remontant cette avenue, je vois ces 5-6 filles, et je dis, tiens, ça doit être elles ont fait la fête toute la nuit, elles ont des têtes pas possibles, elles sortent de boîte de nuit ou je sais pas quoi, puis elles vont sortir du périmètre, quoi. Et j'avance, je remonte l'avenue, et je fais une centaine de mètres, 200 mètres, et puis d'un seul... Et je sais pas pourquoi, je me retourne, et puis je vois ces filles qui se mettent en position devant des CRS, quoi. Et là, évidemment, je comprends je retourne voir par curiosité, et là, je vois tout de suite un attroupement de photographes, parce qu'on est des dizaines et des dizaines déjà. C'était peut-être 8h le matin, je pense, un truc comme ça. Et là, je vois cette fille qui se déshabille, et puis qui était la Marianne, et en face, il y avait une femme CRS. Et là, j'ai trouvé un angle, j'ai tourné pendant 1-2 minutes, et quand j'ai vu la scène, j'ai vu tout de suite la CRS qui n'avait pas encore son casque, et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, c'est des jumelles, on dirait des jumelles. Et donc, justement, mes photos, toujours, à faire un personnage, tout ça, et dans ma tête, tout de suite, j'étais obsédé par cette fille, et je me suis dit, il faut que je la fasse face à face, et donc, c'était pas évident, parce qu'il y a entre les policiers qui nous interdisaient de passer, j'ai réussi à passer, on est quelques photographes à avoir fait cette photo, mais je crois que j'ai vraiment été le seul à regarder, et il y a un moment, elles se sont regardées toutes les deux de face à face, elles ont le même nez, elles ont le même profil, elles sont pareilles. Et c'est pareil, j'ai fait 5-6 photos, j'ai dû en envoyer 3 immédiatement à l'AFP, et comme je me souviens, il faisait très froid, j'avais pas beaucoup de batterie, donc mon téléphone, je le regardais pas, et j'ai vu à midi, je l'ai allumé pour voir, et là, je voyais déjà sur les réseaux, tout le monde parlait de cette photo, la photo est devenue virale en quelques heures, et le soir même, c'était la photo, elle a fait le tour du monde, quoi. Avec l'AFP, diffusée par l'AFP, elle a fait le tour du monde.
Après, j'ai carrément eu le général de la gendarmerie qui m'a appelé parce qu'il voulait offrir, donc l'AFP a offert le tirage à la gendarmette à Paris. Ah, c'est chouette. Ouais, ils ont fait une cérémonie à Paris, tout ça. J'étais invité, mais j'y suis pas allé parce que voilà, faut que je reste neutre, comme on dit. Ouais, je vois, oui. Hein, pas de propagande, pas de truc, mais la photo était là et c'est vraiment une photo qui m'a fait pas exploser, mais c'est justement aujourd'hui la force des réseaux sociaux. Par exemple, il y a 15 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Cette photo, elle aurait fait la une des journaux et ça serait arrêté là. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde interprète l'image, tout le monde la commente. Qui est la vraie Marianne ? Peu importe de quel bord tu es. Ouais, moi, je voulais faire une image. J'étais là pour le côté graphique de la chose et côté de l'information. Voilà. Et après, j'ai fait des photos de... Après, évidemment, ça a dégénéré, comme d'habitude, avec des gaz lacrymogènes, des bagarres, des trucs, des voitures qui brûlent et tout ça. Mais l'image, elle était là, toute simple. Mais qui suscite quand même la discussion, au moins. Enfin, c'est... parce que c'est quand même exceptionnel, cette ressemblance entre les deux femmes qui s'opposent, finalement. Même âge. Qui s'opposent carrément, qui je pense même qui ont de la haine l'une pour l'autre. Ouais. Et non, ça c'est. Mais le regard parce que surtout la gendarmette, elle baissait tout le temps les yeux ou elle la regardait jamais de face à face. Et ça a duré une seconde où j'ai eu les deux regards face à face. Le fameux instant décisif. Voilà, exactement. Et là, je me suis baissé, je suis reparti. Tu savais que tu avais une bonne photo là. Ah oui. Ça, je savais. Après, quelle est cette puissance-là ? Non. Mais je savais que j'étais content. Je dis, tiens, c'est bien pour le matin, déjà, c'est une bonne... voilà. C'est un bon début de journée. Parce que, je crois que c'était l'acte 5, parce que les actes d'avant, ils avaient été très, très violents. C'était vraiment beaucoup de photos de bagarres. C'était hyper violent. C'est ce qu'on voit tourner le plus, d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on voit tourner le plus. Et là, c'était une image différente, une image un peu de... Voilà, il y avait la Marianne, il y avait la CRS, enfin la gendarmette. Et puis pacifique, malgré tout. Pacifique, elle avait les seins en l'air, bleu, blanc, rouge, elle était grimée, il y avait tout, il y avait des regards, on voyait que c'était Paris, c'est une photo assez large, voilà. Donc, bien joué. Ouais, merci. C'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est le professionnalisme des photographes d'agence. On est tous comme ça. On est formé, on a l'œil, on essaye sur chaque reportage de trouver quelque chose de différent. Parce que voilà. Il y a beaucoup de photographes aussi. Tout le monde fait un peu la même chose. Il faut savoir se décaler, il faut savoir prendre du recul. C'est pas évident, mais c'est notre métier. C'est notre métier de photojournaliste. Effectivement. Alors on va revenir sur les IK, Valérie. Voilà. Donc tu travailles avec quel boîtier aujourd'hui ? Alors maintenant, je travaille avec j'en prends deux en fait. Quand je fais de la street, j'en prends un, mais des fois j'en prends deux. J'ai un Leica QP que je travaille. J'adore ce boîtier, je l'ai gardé parce que il est gravé dessus, il est super beau, il est mat, voilà. Et je travaille avec lui en noir et blanc. Je l'ai mis qu'en noir et blanc. Et aujourd'hui, je travaille aussi avec le nouveau, le Q3. Que j'ai depuis sa sortie, en fait, depuis le Festival de Cannes, et qui est par rapport à l'ancien, au Q2, pour moi, il y a trois différences. Il y a l'écran, évidemment, orientable, mais comme je t'ai dit, je suis old school, donc regarder dans l'écran, faire les photos, me pencher, tout ça, à part avec mon relais flex, voilà. Je l'utilise pas parce que j'ai pas encore l'habitude, mais je sais que ça, c'est vraiment un truc nouveau qui est bien. Le fichier qui va pratiquement maintenant à 70 millions de pixels, donc... Là, on peut faire des agrandissements, mais c'est comme si en fait, on est du 28 mm au 300 mm. Et justement, quand on voit cette photo, quand je parlais de la photo de vague que j'ai fait de la tempête il y a 3 semaines en Bretagne, là, l'énorme photo, elle est croppée, mais c'est fait au 28 mm. On dirait que c'est fait au 200 mm. Tellement le crop, il n'y a pas de grain, il n'y a rien, c'est hyper propre, les fichiers sont magnifiques. Tu ressors une photo de combien en résolution ? En résolution, je ressors une photo, elle est à 6000 en taille d'image, quoi. Donc, oui, tout à fait exploitable, largement exploitable. Et mon défaut, j'avoue,
c'est que j'utilise pas assez le RAW. Alors maintenant, je mets le RAW plus JPEG. Mais j'ai toujours été habitué à travailler en JPEG. Et là maintenant, je travaille avec les RAW. Et c'est vrai que travailler des RAW, c'est un plaisir. Pour sculpter l'image, oui. Ah, mais par contre, tu peux pas envoyer les RAW à l'AFP. Maintenant, si. On peut les envoyer, si. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut le retravailler à l'image? C'était peut-être déjà le cas? Nous, à l'AFP, c'est simple. La règle, tous les photographes de l'agence France Presse, et tous les photographes d'agences, je parle de Reuters, d'AP ou de PA, des grandes agences, ce qu'on appelle les télégraphiques, le terme télégraphique, on a le droit de recadrer nos photos, de faire les niveaux, lumière, contraste, c'est tout. Terminé. On n'a pas le droit de faire de masque, on n'a pas le droit d'effacer un piqué qui va nous gêner, on n'a pas le droit d'effacer une mouette, par exemple une mouette, je sais pas. On n'a pas le droit d'effacer quelqu'un, on n'a pas le droit de rajouter de la fumée sur les conflits, on n'a pas le droit. Toutes les photos des photographes d'Agence France Presse qui rentrent dans le système de l'AFP, il y a un logiciel, et si elles sont retouchées, l'éditeur qui édite les photos, il le voit immédiatement. Il y a une zone qui apparaît, retouchée, photo retouchée, tout ça. Donc chez nous, il y a 0 photo retouchée. D'accord. Les seules retouches, c'est le cadrage, le recadrage, et les lignes. Et si on est un peu sous ex ou sur ex, voilà, c'est tout. D'accord. Ça tombe bien que tu parles de ça, puisque Leica, avec le nouveau Leica M11P, vient de sortir un nouveau boîtier avec une authentification du contenu de l'image. Ouais. C'est une nouvelle norme qui ne va pas être appliquée que par Leica, mais c'est Leica les premiers à l'avoir fait. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Qui permet, notamment dans la photo de presse, de savoir si la photo a été retouchée ou pas, si il y a eu n'importe quel trahissement de la vérité, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne chose pour le métier? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que maintenant, justement, avec tous les gens qui font des contenus, après, sinon on passe dans un système d'art, de création. On n'est plus dans la photo, on n'est plus dans la vraie photo de photojournalisme. Après, il faut peut-être créer des catégories. Pourquoi pas créer une catégorie photo avec l'IA? Je sais pas, peut-être il y a quelque chose à faire. Mais on peut pas mentir aux gens en faisant de l'image. Soit on dit la vérité. Voilà, c'est un peu le même problème de la retouche photo depuis 20 ans sur les mannequins. Est-ce qu'on doit marquer qu'on les a retouchés? Est-ce qu'on doit marquer qu'on les a allongés, qu'on leur a enlevé leurs rides? C'est marqué maintenant dans les publicités. C'est marqué maintenant. Donc c'est pour ça que je dis, pourquoi après c'est une création. Je pense que les gens qui font ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est de la création. Maintenant, il faut l'assumer. Il ne faut pas faire croire que c'est ce qui se passe, c'est de la vérité. Il ne faut pas s'en servir en photo politique, en propagande, pour les conflits, sur la guerre. Il ne faut pas se servir ça pour faire croire que c'est le piège. Il est là le piège. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que, notamment... C'était même un cas d'urgence, je pense, aujourd'hui, parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'elle peut un petit peu nous déborder. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de la génération de contenu, et notamment dans la photo de presse? Et comme je te dis, nous, en tout cas dans les agences de presse, c'est quelque chose qui arrivera pas, puisque justement, avec les contrôles justement qu'on a dans les systèmes internes, on peut pas faire ça, nous. On peut pas faire ça. Maintenant, comme je dis, il faut, c'est quelque chose de, c'est de la création, mais c'est quelque chose qui fait froid dans le dos. Hein. Oui, mais par exemple, me vient un exemple. Tu vois, par exemple, toi, tu travailles avec une agence. Donc forcément, comme tu l'as dit, il y a un contrôle par l'agence qui permet de ne pas avoir ce genre de dérive, et c'est très bien. Mais on le voit, les images, elles débordent. Les images ne proviennent pas que d'agences. Il y a des images qui font le buzz et qui viennent de n'importe quel Pékin. Qu'est-ce qu'on en sait de la véracité de l'image, si ça n'a pas été travaillé avec l'intelligence artificielle, si elle n'a pas été tout simplement retouchée? C'est incontrôlable, justement. C'est incontrôlable. C'est pour ça que les gens qui aiment... Les gens qui voient les images d'information et il faut toujours qu'ils se fient à des sources sûres et non pas, par exemple sur Twitter, on met une photo, je sais pas, on mettrait une photo hyper grave de l'IA avec le président français qui a fait un truc, tout ça, tout de suite ça va faire un buzz pas possible, ça va débouler, alors c'est complètement faux, c'est pas vrai, voilà. Donc il faut être hyper méfiant là-dessus et ça fait froid dans le dos. Hein.
Mais du coup, je me dis un truc, là, Leica a sorti cette norme, donc, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est la Content Authenticity Initiative, CAI. Voilà. Faut la sortir, celle-là. Ouais. Faut pas inverser les lettres. Voilà. Mais alors, c'est une bonne initiative, je trouve, mais par exemple, là, tu vois, tu viens de m'apprendre qu'à l'AFP notamment, et dans les autres agences, c'est pareil, il y a un contrôle, une certification. Donc finalement, cette norme, elle n'est pas trop utile pour une agence aujourd'hui. Non. Du coup, je me dis que elle est bien cette norme, mais la prochaine étape pour moi, ça serait par exemple si je publie une photo sur Twitter ou sur Instagram, il faudrait que ces plateformes prennent en compte cette norme et l'affichent quelque part, l'informent les gens. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est pas que ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucune utilité. Non, exactement. Il faudrait qu'ils fassent ça. Mais seulement. C'est pas près d'arriver. C'est pas gagné, comme on dit. Je pense pas, non. Alors que pourtant, ça pourrait être fait simplement, je pense. Ouais, ça pourrait être fait simplement, mais voilà. Parce que je pensais vraiment que dans les agences, ça aurait été une norme utile, mais en fait... Non, mais nous, on l'a déjà, en fait. On l'a déjà, mais elle n'est pas sur les boîtiers, par contre. Elle n'est pas sur les boîtiers. Là, elle a la source. Tandis que nous, elle n'est pas sur les boîtiers, donc il faut qu'il y ait une manipulation à faire. Mais bon, maintenant, c'est automatique. Je vous dis, ça arrive, et la photo, si sur un bombardement à Gaza, on a rajouté de la fumée ou on en a enlevé, ou tout ça, tout de suite, ça se voit. Et puis, tu n'as pas le temps, en fait. Enfin, il y a aussi le truc de l'actualité qui fait que tu n'as pas le temps de retoucher les photos. Oui, mais il y a eu tellement d'histoires sur les conflits avec des photos qui ont été truquées. Et voilà, je ne rentrerai pas je n'en parlerai pas. Mais ça a déjà été fait il y a une dizaine d'années, notamment sur ce conflit et sur d'autres conflits, et des photographes qui ont rajouté des trucs, et ça s'est pas vu, ça s'est vu qu'après, c'était vérifié, donc ça a fait que des problèmes. Donc depuis ce temps-là, maintenant, il y a plus de triche possible. Et tant mieux. Ouais, tant mieux. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu as dans l'avenir ? Qu'est-ce que tu as comme événements, préparation, d'événements à couvrir ? Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. On est au mois de novembre, là, décembre. Pour l'instant, j'ai rien de prévu. Je continue toujours mon sujet sur ma street photographie. Je sais pas ce que je vais en faire, mais un jour, je pense que ça va aboutir sur quelque chose. Et sinon, en reportage, j'ai fait quelques matchs là de Coupe du Monde de rugby. Les Jeux Olympiques approchent à Paris. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, je sais pas encore. Tu vas les couvrir ? Je sais pas encore. C'est pas encore fait. Ça va se faire ce mois-ci, je pense, ou le mois prochain. Je vais couvrir le Festival de Cannes, comme d'habitude. Là, je viens de faire le week-end dernier la fête nationale à Monaco avec le traditionnel balcon du prince Albert, de la princesse et des enfants. Le travail quotidien d'agencier, quoi. Et sinon, je continue à me faire plaisir avec mon Leica et à me balader. Et vraiment, c'est quelque chose que voilà. Faut surtout pas que je le perde. J'ai un copain là qui s'en est séparé. Et il m'a dit, qui regrettait là, il m'a dit mais jamais j'aurais dû. Ouais, je comprends. Donc voilà. Et des expositions peut-être en projet ? J'ai une exposition qui est prévue, mais je peux pas en parler, mais ce serait pour cet été, L'été prochain, d'accord. Mais c'est pas encore fait, donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup Valérie. Mais je t'en prie, c'était très intéressant. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast, et je vous dis au mois prochain pour le nouvel épisode. Salut. Salut, au revoir.